Imaginez-vous montant à bord d'un avion, le cœur battant d'excitation pour un voyage tant attendu, seulement pour qu'on vous demande de céder votre siège, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'une personne, drapée dans son arrogance, a décidé que vous n'aviez pas votre place. C'est ce qui est arrivé à Amélie et Lucas, deux jeunes Français d'origine africaine, lors d'un vol de Paris à Nice. Leur voyage, censé être une célébration de leurs rêves, une exposition photographique pour Amélie et une audition de violoncelle pour Lucas, s'est transformé en un cauchemar d'humiliation orchestré par une passagère autoproclamée importante, Madame Dubois, et un équipage hésitant, prêt à sacrifier la justice pour apaiser la mauvaise personne. Mais un simple coup de téléphone, surgi de nulle part, allait bouleverser le vol tout entier, dévoilant des secrets, renversant les rapports de pouvoir et faisant tomber une justice aussi inattendue que cinglante. Ce n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie, un retournement de situation qui défie l'imagination. Restez avec nous, car ce qui suit va vous laisser sans voix. Amélie Ndong, une jeune femme de 20 ans à l'esprit vif et passionnée par la photographie, ajustait l'objectif de son appareil photo, capturant les reflets du soleil sur les pistes de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Les rayons dorés dansaient sur le tarmac, où des avions décollaient dans un rugissement, chacun portant des promesses d'aventures lointaines. À ses côtés, son frère cadet, Lucas, 17 ans, serrait son sac à dos contre lui, un mélange de nervosité et d'enthousiasme dans les yeux. Lucas, un violoncelliste prodige, se rendait à Nice pour une audition cruciale dans une prestigieuse académie de musique. Ce voyage représentait pour lui une étape décisive, un rêve qu'il caressait depuis des années. Leur père, Pierre Ndong, un homme discret mais influent, leur avait souvent parlé de ses contacts dans l'aviation sans jamais révéler l'ampleur de son implication. Pierre était un homme réservé, préférant l'ombre à la lumière, et Amélie et Lucas, habitués au siège en classe économique et au tumulte des terminaux d'aéroport, n'avaient jamais cherché à en savoir plus. Leur nom, Ndong, était assez commun pour ne pas attirer l'attention. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que leur père était le propriétaire majoritaire d'Étoile d'Azur, l'une des compagnies aériennes les plus prospères de France. Ce matin-là, à Charles de Gaulle, Amélie et Lucas étaient débordants d'excitation. Amélie rêvait de documenter leur voyage pour son blog photo, imaginant des clichés vibrants des côtes azuréennes, tandis que Lucas, la tête contre la vitre de l'avion, visualisait déjà les premières notes de son audition. Ce voyage devait être inoubliable, mais ni l'un ni l'autre n'auraient pu prédire à quel point il le serait, pour des raisons qu'ils n'avaient pas anticipées. Après avoir passé la sécurité sans encombre, ils se dirigèrent vers la porte C42, où leur vol Étoile d'Azur 314 à destination de Nice allait bientôt commencer l'embarquement. La salle d'attente était un microcosme d'humanité. Des familles avec des poussettes, des hommes d'affaires pianotant sur leurs ordinateurs portables, des touristes feuilletant des guides de voyage. Amélie observait la foule, notant les regards curieux que certains leur lançaient. Au fil des années, elle avait appris à décoder les expressions subtiles, certaines amicales, d'autres moins. Elle haussa les épaules, préférant se concentrer sur l'excitation du voyage. Un vol direct vers la Côte d'Azur, au cœur de l'été, promettait des opportunités nouvelles et des souvenirs éclatants. Lucas tapota l'épaule de sa sœur. « Tu crois que papa sera là pour nous accueillir à Nice ?» murmura-t-il, un sourire timide aux lèvres. Amélie lui donna un coup de coude joueur. « Tu connais papa, toujours une surprise dans sa manche. Je parie qu'il passera nous voir, même s'il est occupé. Il ne rate jamais nos grandes aventures. » Une voix nasillarde résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, pour le vol Étoile d'Azur 314 à destination de Nice, nous commençons l'embarquement prioritaire pour les personnes nécessitant une assistance spéciale et les familles avec jeunes enfants. Veuillez vous présenter à la porte. » Diction. Amélie et Lucas échangèrent un sourire complice et se rapprochèrent de la porte. Lucas tripotait les sangles de son sac, répétant mentalement les mesures de son morceau d'audition, tandis qu'Amélie préparait les premières lignes de son vlog, son appareil photo prêt à capturer chaque instant, depuis leur siège dans l'avion jusqu'à leur arrivée à Nice. L'embarquement se déroula rapidement. Lorsque leur groupe fut appelé, ils scannèrent leur carte d'embarquement et empruntèrent la passerelle menant à l'avion.
Le léger bourdonnement des moteurs leur donna un frisson d'adrénaline. En pénétrant dans la cabine, ils humèrent l'odeur familière des sièges en tissu, du café et de l'air recyclé. Une hôtesse de l'air, visiblement débordée, leur adressa un sourire mécanique avant de les diriger vers leur siège, situé près de l'avant, en classe économique premium. Grâce à un petit coup de pouce de leur père, ils avaient été surclassés, un privilège qu'ils attribuaient à sa fidélité de client régulier. Ils s'installèrent au siège 8A et 8B. Amélie rangea soigneusement son sac photo à ses pieds, tandis que Lucas sortait un carnet rempli d'annotations musicales. « Juste besoin de réviser un peu mon morceau », marmonna-t-il, parcourant les pages. Amélie hocha la tête, lui offrant un sourire rassurant. « Tu vas être génial, je le sais. » En observant l'espace autour d'eux, elle s'émerveilla des grandes fenêtres, de l'espace pour les jambes et du confort inhabituel. C'était bien plus luxueux que leurs vols habituels. Mais ils ignoraient que la véritable turbulence ne viendrait pas des nuages ou des annonces du pilote, mais d'une passagère arrogante et d'un équipage sur le point de commettre une erreur monumentale. Quelques minutes après qu'Amélie et Lucas se furent installés, la cabine se remplit rapidement. Les passagers s'agitaient dans l'allée, manipulant leurs bagages à main et cherchant des compartiments libres. Une rumeur de conversation flottait dans l'air, ponctuée par le cliquetis des ceintures et le froissement des sacs. Puis, une voix autoritaire et condescendante s'éleva depuis l'entrée de la cabine. « Excusez-moi, poussez-vous, ne voyez-vous pas que j'ai un embarquement prioritaire ?» La voix appartenait à une femme d'âge mûr, impeccablement vêtue d'un tailleur beige et de talons hauts, inadaptés à l'étroitesse de l'allée. Ses cheveux blonds étaient coiffés avec une précision presque militaire, et son attitude exsudait l'arrogance. Amélie la surnomma intérieurement Madame Dubois, un nom qui semblait convenir à son comportement stéréotypé de Karen à la française. Madame Dubois portait un grand sac fourre-tout et serrait une pochette de créateur contre elle, comme un bouclier de statut social. Une hôtesse tenta de l'accueillir, mais elle l'ignora, se contentant d'un hochement de tête sec. Elle balaya la cabine du regard, comme si elle inspectait personnellement chaque siège. Bien qu'elle semblât assignée à la classe affaires, quelques rangées devant, son regard s'attarda sur la rangée 8, où Amélie et Lucas étaient installés. Son expression, un mélange de mépris et de calcul, fit frissonner Amélie. Lucas, interrompant ses notes, chuchota. « Tu la connais ?» Amélie secoua la tête, mais une intuition désagréable s'installa en elle. Cette femme, avec son air supérieur, semblait annoncer des ennuis. Madame Dubois laissa échapper un soupir théâtral, roulant des yeux en direction d'une hôtesse. « Ce ne sont pas les sièges que j'ai réservés », déclara-t-elle d'une voix stridente qui attira l'attention de plusieurs passagers. « J'ai expressément demandé des sièges avec plus d'espace pour les jambes. Je ne serais pas à l'aise ailleurs. Je suis membre exécutif platine, au cas où vous l'auriez oublié. » L'hôtesse, une jeune femme nommée Claire selon son badge, tenta de rester polie malgré son embarras visible. « Madame, je comprends votre préoccupation, mais vos sièges assignés sont en 12A, en classe économique premium, très confortable. Les sièges de la rangée 8 sont déjà occupés. » Le regard de Madame Dubois se posa sur Amélie et Lucas, les scrutant comme s'ils étaient des intrus dans son domaine privé. Amélie détourna les yeux, évitant le conflit, mais elle sentait le poids de ce regard, chargé d'une hostilité à peine voilée. Lucas murmura « Elle nous fixe comme si on avait volé quelque chose. » Madame Dubois marmonna, assez fort pour être entendue. « Je vois qui occupe ces sièges. » Ces mots, teintés de dédain, firent tressaillir Amélie. Elle, une jeune femme noire aux cheveux tressés avec soin, et Lucas, un adolescent noir aux baskets usées, semblaient être les cibles parfaites pour son mécontentement. L'hôtesse Claire, visiblement mal à l'aise, jeta un regard nerveux entre les deux parties. La tension monta lorsque Madame Dubois pointa un doigt manucuré vers l'hôtesse. « Je veux que vous régliez ceci immédiatement, » exigea-t-elle. « J'ai réservé ces sièges, rangée 8, côté gauche, pour être près de l'avant. C'est inacceptable. » Amélie sentit son estomac se nouer.
Elle détestait supposer le pire des gens, mais l'attitude de Madame Dubois semblait dépasser une simple dispute de siège. Lucas lui lança un regard inquiet. Claire tenta d'expliquer que le vol était complet et que les sièges étaient attribués légitimement, mais Madame Dubois l'interrompit. « Je voyage avec Étoile d'Azur depuis des années. Je suis une cliente fidèle. Faites-les bouger. Un point c'est tout. » À cet instant, un autre passager, un homme âgé aux cheveux argentés assis à la rangée 9, se pencha vers Amélie et Lucas. « Ne vous inquiétez pas, mes jeunes. Elle fait juste du bruit pour rien. Vous avez le droit d'être là, » murmura-t-il avec un sourire encourageant. Amélie hocha la tête, reconnaissante, mais son malaise persistait. Une autre hôtesse, plus expérimentée, portant un badge indiquant « Superviseuse de cabine Marianne », s'approcha pour désamorcer la situation. Elle s'adressa à Madame Dubois avec un calme professionnel. « Madame, nous vérifions les réservations. Les passagers en rangée 8 ont des cartes d'embarquement valides. Peut-être pourrions-nous vous offrir une compensation ou vérifier d'autres options. » Madame Dubois croisa les bras, son visage crispé de mécontentement. « Nous verrons bien », lâcha-t-elle avant de s'éloigner vers l'avant de l'avion, probablement pour s'adresser au chef de cabine ou au capitaine. Lucas soupira de soulagement. On dirait qu'on a évité le pire. Amélie n'en était pas si sûre. Elle observa Madame Dubois discuter avec animation près de la porte du cockpit, jetant des regards dans leur direction. « J'ai un mauvais pressentiment », murmura-t-elle à Lucas. Pour se calmer, elle ajusta son appareil photo, capturant discrètement des images de la cabine, des panneaux au-dessus des sièges aux cartes de sécurité. Elle voulait tout documenter pour son vlog, mais aussi, par instinct, pour avoir une preuve si les choses dégénéraient. Soudain, une voix familière s'éleva à nouveau. Madame Dubois revint, ses talons claquant dans l'allée comme un avertissement. Elle s'arrêta à la rangée 8, fixant Amélie et Lucas avec un air de supériorité. « J'ai parlé au chef de cabine », annonça-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « Il comprend que mes sièges ont été mal attribués. Je veux ces sièges, et je les aurai. » Lucas cligna des yeux, alarmé. Amélie, s'efforçant de rester calme, répondit poliment. « Ce sont les sièges qui nous ont été assignés, madame. S'il y a une erreur, vous devriez la régler avec l'agent à la porte. » Madame Dubois ricana, croisant les bras. « J'ai déjà fait ça. Le vol est complet. Vous deux, vous devriez simplement bouger pour faciliter les choses. » Lucas, habituellement réservé, ne put se retenir. « Pourquoi devrions-nous bouger? Nous avons payé pour ces sièges, ou du moins, ils nous ont été attribués. Nous avons le droit d'être ici. » Le visage de Madame Dubois se tordit en une grimace. « Vous pensez être en droit d'avoir ces sièges en économique premium? » demanda-t-elle, sa voix chargée de mépris. « J'ai des nouvelles pour vous, les jeunes. Les gens comme moi occupent ces sièges tout le temps. Je suis membre platine. Cette compagnie me connaît bien. » À ce moment, le chef de cabine, un homme d'âge mûr nommé Philippe Martin, s'approcha, un sourire diplomatique plaqué sur le visage. « Madame, peut-être pouvons-nous trouver une solution qui convienne à tous ?» Madame Dubois rejeta ses cheveux en arrière. « Oui, en les déplaçant, » dit-elle, pointant Amélie et Lucas. « Je suis sûre qu'il y a des sièges à l'arrière. » Amélie sentit la colère monter, mais elle se rappela les conseils de son père. Rester polie, tenir bon et documenter si nécessaire. Discrètement, elle activa l'enregistrement sur son appareil photo, le gardant sur ses genoux. Philippe s'éclaircit la gorge. « Je crains que le vol ne soit complet. Ces passagers ont également un droit légitime à leur siège. Puis-je vous offrir un bon de compensation ou voir si nous pouvons vous réassigner sur un vol ultérieur? » Madame Dubois serra la mâchoire. « Absolument pas. Je dois voyager aujourd'hui, et je ne m'assiérai pas derrière la rangée 8. Si vous ne faites rien, je porterai plainte. » Sur ces mots, elle tourna les talons et marcha vers le cockpit, Philippe à sa suite, visiblement inquiet. Amélie sentit son pouls s'accélérer. « Qu'est-ce qu'elle veut dire par porter plainte ?» chuchota Lucas. Amélie haussa les épaules, feignant le calme. « Je ne sais pas, mais restons là. Nous avons nos cartes d'embarquement, nous n'avons rien fait de mal. » Les passagers autour commencèrent à remarquer la scène. Certains semblaient agacés par le tapage, d'autres adressaient des sourires compatissants à Amélie et Lucas.
L'homme âgé de la rangée 9, M. Lefebvre, se pencha à nouveau. Ne vous laissez pas intimider. Elle n'a aucun droit de vous chasser comme ça. Amélie hocha la tête, mais l'inquiétude persistait. Quelques minutes passèrent, et elle espéra que l'incident s'arrêterait là. Mais ses espoirs furent brisés lorsque Marianne, la superviseuse, s'approcha, un air sérieux sur le visage. « Je suis désolée pour cette gêne, » dit-elle à voix basse, s'agenouillant près d'Amélie. Une passagère insiste sur le fait que ces sièges lui ont été réservés. Nous pourrions avoir besoin de vous déplacer. Amélie et Lucas la regardèrent, incrédules. « Nous avons nos cartes d'embarquement ici, pour la rangée 8, » dit Amélie, gardant son ton ferme. « Nous n'avons rien fait de mal. » Marianne hocha la tête, mais son regard trahissait une tension. « Je comprends, mais parfois, il y a des erreurs de réservation. Nous essayons d'accommoder tous nos passagers, surtout les voyageurs fréquents. Pouvez-vous rassembler vos affaires? Nous aimerions vous placer plus à l'arrière. » Lucas sentit la colère monter, mais il parla doucement. « Non, avec tout le respect que je vous dois, non. Pourquoi devrions-nous bouger? » Marianne se redressa. « J'essaie d'éviter un conflit plus grave. Si vous refusez, cela pourrait être porté à l'attention du capitaine. Nous ne voulons pas avoir à retirer qui que ce soit du vol. » À la mention d'un possible retrait, Amélie sentit une peur réelle l'envahir. Elle avait besoin de ce voyage pour son exposition, Lucas pour son audition. Il n'avait rien fait de mal. Elle se remémora des articles sur des passagers expulsés pour des disputes de siège ou des surbookings. « Ça ne peut pas arriver, » pensa-t-elle. Prenant une profonde inspiration, elle répondit « Nous refusons de bouger. Nous avons payé pour ces sièges. Ils nous appartiennent. » Elle montra leur carte d'embarquement électronique sur son téléphone. Marianne pinça les lèvres. « Très bien, je vais devoir en parler au capitaine. » Elle s'éloigna, laissant Amélie et Lucas dans un silence tendu. Lucas murmura « C'est insensé. Ils ne peuvent pas nous forcer à bouger sans raison, n'est-ce pas? » Amélie posa une main rassurante sur son bras, mais intérieurement, elle bouillait de colère et d'inquiétude. Soudain, la porte du cockpit s'ouvrit, et le capitaine en personne, un homme imposant nommé Antoine Dubois, entra dans la cabine. Son visage était sérieux, et il s'entretint brièvement avec Philippe et Marianne. Puis, à la consternation d'Amélie, il s'approcha de la rangée 8, Madame Dubois le suivant comme un prédateur triomphant. « Bonjour, » dit-il, sa voix teintée de fatigue. « Nous avons un conflit concernant les affectations de siège. Notre priorité est un départ sûr et à l'heure. » Madame Dubois hocha la tête avec vigueur, lançant un regard suffisant à Amélie et Lucas. Amélie serra son appareil photo, qui enregistrait toujours discrètement. Elle remarqua que d'autres passagers avaient sorti leur téléphone, filmant la scène. La tension était palpable, comme si l'air même de la cabine s'était alourdi. Le capitaine Dubois s'éclaircit la gorge. « Cette passagère, Madame Dubois, affirme qu'elle a acheté ses sièges. Il y a peut-être eu une erreur de réservation. Pour un vol sans heurte, nous vous demandons de vous déplacer vers la rangée 27, sans frais supplémentaires. » Lucas n'en croyait pas ses oreilles. « Ce n'est pas juste, » dit-il, la voix tremblante. « Nous avons des cartes valides. » Madame Dubois croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. « Les enfants, parfois, la vie n'est pas juste, » lâcha-t-elle avec un haussement d'épaules. Amélie chercha du regard un soutien parmi les autres passagers. Elle vit des visages compatissants, mais personne ne voulait s'impliquer dans un conflit qui pourrait les mettre en danger d'expulsion. Prenant une inspiration tremblante, elle parla calmement. « Capitaine, nous suivons ce que disent nos cartes d'embarquement. Nous n'avons pas créé cette situation. N'y a-t-il pas un registre officiel que vous pouvez vérifier? » Madame Dubois soupira bruyamment, comme exaspérée par leur obstination. Le capitaine Dubois sembla hésiter, peut-être conscient de l'injustice, mais lié par le protocole ou la pression d'une cliente prétendument importante. « Madame, monsieur, dit-il à Amélie et Lucas, cela nous aiderait vraiment si vous coopériez. Le vol doit partir, et nous devons régler ce problème de siège. Si vous ne vous conformez pas, nous devrons peut-être vous faire descendre de l'avion. » Ces mots pesèrent comme une menace. Amélie sentit la colère et l'impuissance l'envahir.
Lucas semblait prêt à protester davantage, mais elle posa une main sur son bras. Ils avaient une audition à atteindre, et un conflit plus grave risquait de les bloquer à Paris. À contre-cœur, Amélie hocha la tête. « D'accord, dit-elle, la voix teintée de colère. Mais nous le faisons sous protestation. Je veux que ce soit noté que nous sommes forcés de changer de siège contre notre volonté. » Madame Dubois ricana, satisfaite. Les deux jeunes gens défirent leur ceinture, Lucas rouge d'humiliation, Amélie le cœur battant de rage. Les murmures des autres passagers emplissaient de la cabine, certains indignés, d'autres mal à l'aise. En chemin vers la rangée 27, M. Lefebvre glissa un mot à Amélie. « C'est injuste. Tenez bon. » Elle lui adressa un sourire tremblant, reconnaissante. À la rangée 27, les sièges étaient étroits, l'espace pour les jambes réduit, les compartiments déjà pleins. Lucas dut ranger son sac sous ses pieds, à peine capable de s'étendre. Amélie boucla sa ceinture, les larmes menaçant de couler. Elle se sentait humiliée, mais déterminée à ne pas laisser cette injustice définir leur voyage. Ce qu'elle ignorait, c'était que son père, Pierre Ndong, était sur le point de transformer cette épreuve en une leçon que ni Madame Dubois, ni l'équipage n'oublieraient jamais. Alors que l'avion s'éloignait de la porte, Amélie envoya un texto à son père, détaillant l'humiliation qu'il venait de subir. Elle ignorait encore que ce message allait déclencher une tempête à 30 000 pieds, une tempête qui allait révéler le véritable pouvoir de leur père et rétablir la justice d'une manière spectaculaire. Le bourdonnement des moteurs emplissait la cabine de l'avion Étoile d'Azur 314, mais dans la rangée 27, Amélie et Lucas Ndong n'entendaient que le tumulte de leur indignation. À peine une heure après le décollage de Paris vers Nice, l'humiliation qu'ils avaient subie en cédant leur siège à Madame Dubois, une passagère arrogante drapée dans son statut autoproclamé de cliente VIP, pesait encore lourdement sur eux. Amélie, les doigts crispés sur son appareil photo, continuait d'enregistrer discrètement, capturant les murmures des passagers et l'agitation des hôtesses qui semblaient soudain nerveuses. Lucas, lui, triturait son carnet de partitions, incapable de se concentrer sur les notes qu'il avait répétées des mois pour son audition de violoncelle à Nice. Leur voyage, qui promettait des rêves et des opportunités, s'était transformé en une épreuve d'injustice. Mais, à des milliers de pieds d'altitude, une tempête se préparait, orchestrée par un homme que ni l'équipage ni Madame Dubois n'auraient pu anticiper, Pierre Ndong, leur père, et propriétaire secret de la compagnie aérienne. Un simple coup de téléphone allait bientôt faire vaciller les certitudes de l'équipage, renverser la suffisance de Madame Dubois et redonner à Amélie et Lucas non seulement leur siège, mais aussi leur dignité. Ce qui se passait dans la cabine n'était que le prélude à un retournement spectaculaire, où la vérité et la justice allaient reprendre leur place, à la française, avec une précision implacable et une touche d'élégance vengeresse. Dans la rangée 27, coincée entre un homme d'affaires corpulent et une famille bruyante, Amélie et Lucas tentaient de contenir leur frustration. Amélie, toujours pragmatique, vérifia son téléphone en mode avion, espérant que son message à leur père, Pierre, avait été envoyé avant le décollage. Elle avait décrit en détail l'incident. La manière dont Madame Dubois les avait ciblés, son ton chargé de mépris, les menaces du capitaine Antoine Dubois de les expulser s'ils ne cédent pas leur siège en classe économique premium et l'humiliation publique devant les autres passagers. Elle avait conclu son texte par une note désespérée. « Papa, c'était tellement injuste. On n'a rien fait de mal, mais on a été traité comme si on ne comptait pas. Lucas s'est bouleversé, et moi, je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, aide-nous. » Elle ignorait si le message avait atteint son père, car le Wi-Fi à bord, capricieux, refusait de se connecter. Lucas, les yeux fixés sur la fenêtre où les nuages défilaient comme des rêves évanouis, murmura. « Tu crois qu'il peut vraiment faire quelque chose? Papa est juste un homme d'affaires, non? » Amélie haussa les épaules, incertaine. « Je ne sais pas, Lucas, mais il a toujours dit qu'il avait des relations dans l'aviation. Peut-être qu'il peut parler à quelqu'un. » Ce qu'elle ignorait, c'était l'ampleur du pouvoir de Pierre Ndong, un homme qui, par humilité, avait toujours caché à ses enfants qu'il était l'actionnaire majoritaire d'Étoile d'Azur. À l'avant de la cabine, l'ambiance changea soudain.
Le chef de cabine, Philippe Martin, et l'hôtesse superviseuse, Marianne, s'étaient regroupés près du téléphone de bord, leurs visages tendus. Claire, la jeune hôtesse qui avait tenté d'apaiser Madame Dubois plus tôt, jetait des regards nerveux vers l'arrière de l'avion, où Amélie et Lucas étaient relégués. Un autre membre de l'équipage, un jeune steward nommé Julien, semblait mal à l'aise, évitant le regard de ses collègues. Julien, avec ses manières douces et son accent chantant du Sud, avait rejoint Étoile d'Azur récemment et croyait encore en l'idéal d'un service équitable pour tous les passagers. Il avait observé l'incident avec consternation, mais, étant subalterne, n'avait pas osé contredire ses supérieurs. Pourtant, en croisant le regard d'Amélie alors qu'il passait dans l'allée avec le chariot de boisson, il murmura un discret « Je suis désolé » avant de s'éloigner rapidement. Amélie, surprise par cette marque de compassion, hocha la tête, mais son attention fut vite attirée par une agitation croissante à l'avant. Madame Dubois, confortablement installée dans le siège 8A qu'elle avait arraché à Amélie, sirotait un verre de vin blanc tout en feuilletant un magazine de mode. Son attitude, un mélange de triomphe et d'indifférence, contrastait avec la tension qui gagnait l'équipage. Soudain, Marianne s'approcha de s'arranger, son sourire professionnel masquant une nervosité évidente. « Madame Dubois, commença-t-elle à voix basse, nous venons de recevoir une communication de notre siège social. Il semble qu'il y ait eu une erreur dans l'attribution des sièges. Nous allons devoir vous demander de changer de place. » Madame Dubois releva la tête, ses yeux lançant des éclairs. « Une erreur ?» siffla-t-elle, sa voix assez forte pour attirer l'attention des passagers voisins. « J'ai réservé ces sièges il y a des semaines. Je suis membre exécutif platine et je ne bougerai pas. C'est ridicule. » Marianne, visiblement mal à l'aise, tenta de rester ferme. « Je comprends, madame, mais nos registres confirment que ces sièges étaient attribués à d'autres passagers. Nous vous proposons un siège en classe économique premium, conforme à votre réservation initiale. » Madame Dubois croisa les bras, son visage rouge d'indignation. « Vous osez me déplacer pour ces... » Elle s'arrêta, jetant un regard venimeux vers la rangée 27, où Amélie et Lucas observaient de la scène. « Je veux parler au capitaine, immédiatement. » Pendant ce temps, à Paris, dans un bureau élégant donnant sur la Seine, Pierre Ndong raccrocha son téléphone, le visage dur. Il venait de s'entretenir avec Isabelle Garnier, la directrice générale d'Étoile d'Azur, une femme compétente mais visiblement secouée par la gravité de l'incident. Pierre, un homme d'origine sénégalaise qui avait bâti sa fortune dans l'ombre, n'avait jamais aimé afficher son pouvoir. Lorsqu'il avait acquis la majorité des parts d'Étoile d'Azur 10 ans plus tôt, il avait choisi de rester un actionnaire discret, laissant la gestion quotidienne à des professionnels. Il voulait que ses enfants, Amélie et Lucas, grandissent avec des valeurs d'humilité et de respect, loin des privilèges ostentatoires. Mais aujourd'hui, son silence stratégique avait permis à une injustice de frapper ses propres enfants. La colère qui bouillonnait en lui était tempérée par une détermination froide. « Isabelle, avait-il dit d'un ton glacial, mes enfants ont été humiliés sur l'un de vos vols. Une passagère les a ciblés, et votre équipage a choisi de céder à ses caprices plutôt que de vérifier les faits. Je veux que cela soit corrigé immédiatement, et je veux des comptes. » Isabelle, consciente de l'influence de Pierre, avait promis une action rapide. « Nous contactons le capitaine tout de suite, monsieur Ndong. L'équipage recevra des instructions claires avant l'atterrissage. » À bord, le capitaine Antoine Dubois émergea du cockpit, son visage marqué par une tension inhabituelle. Il s'entretint brièvement avec Philippe et Marianne, puis prit le téléphone de bord pour une conversation animée. Amélie, observant depuis la rangée 27, sentit son cœur s'accélérer. Son téléphone vibra soudain, signalant une connexion Wi-Fi enfin établie. Un message de son père apparut. « Amélie, Lucas, je suis furieux de ce qui s'est passé. Je m'en occupe. Restez calme, tout va s'arranger. » Elle montra le message à Lucas, dont les yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce qu'il peut faire depuis Paris ?» chuchota-t-il. Amélie haussa les épaules, mais une lueur d'espoir s'alluma en elle. Leur père, toujours discret sur ses affaires, semblait avoir plus de pouvoir qu'il ne l'avait imaginé. Soudain, un mouvement brusque attira leur attention. Marianne et Julien escortaient Madame Dubois vers l'arrière de l'avion.
La passagère, furieuse, traînait son sac fourre-tout, ses talons claquant avec une rage contenue. Elle passa devant Amélie et Lucas, leur lançant un regard assassin, comme si elle les tenait responsables de son humiliation imminente. À la surprise d'Amélie, l'équipage l'installa à la rangée 28, un siège côté couloir à côté d'un passager endormi, loin du confort de la classe économique premium. Madame Dubois s'assit avec un grognement, marmonnant des mots inaudibles mais clairement chargés de colère. Les passagers autour observaient, certains échangeant des murmures amusés, d'autres applaudissant discrètement. Amélie sentit un frisson de satisfaction, mais elle restait sur ses gardes. Ce revirement semblait trop soudain pour être une simple coïncidence. Le capitaine Dubois s'approcha alors de la rangée 27, son expression mêlant gêne et formalité. Mademoiselle Ndong, Monsieur Ndong, commença-t-il, sa voix teintée d'une courtoisie forcée. Nous venons de recevoir des directives de notre siège social. Il y a eu une grave erreur dans la gestion des affectations de siège. Vous n'auriez jamais dû être déplacé. Nous aimerions vous offrir des sièges en classe affaires pour le reste du vol, sans frais. Amélie et Lucas échangèrent un regard abasourdi. Vous nous offrez la classe affaires maintenant, après nous avoir menacés d'expulsion? Demanda Amélie, sa voix tremblante de colère contenue. Le capitaine baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Je comprends que cela semble injuste. Nous vous présentons nos excuses les plus sincères. Le siège social a insisté pour que nous corrigions cette erreur immédiatement. Philippe, le chef de cabine, ajouta avec un sourire crispé. Ce serait un honneur si vous acceptiez ces sièges. Amélie hésita. Une partie d'elle voulait refuser, par principe, pour montrer qu'ils ne pouvaient pas effacer l'humiliation avec une simple montée en classe. Mais Lucas, pragmatique, murmura « Pourquoi pas? On mérite un peu de confort après tout ça. » Les passagers autour, qui avaient suivi l'incident, comme en coups, something broke. Talk to me later. L'avion d'Étoile d'Azur 314 amorça sa descente vers l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, glissant à travers un ciel azur où les premières lueurs du crépuscule peignaient les nuages d'une teinte dorée. À bord, Amélie et Lucas Ndong, désormais installés dans les sièges moelleux de la classe affaires, ressentaient un mélange d'anticipation et d'appréhension. Leur voyage, qui avait débuté avec une humiliation publique orchestrée par l'arrogante Madame Dubois et un équipage hésitant, s'était transformé en une victoire inattendue grâce à l'intervention de leur père, Pierre Ndong, le propriétaire secret de la compagnie aérienne. Mais alors que l'avion touchait le tarmac avec une douceur presque ironique, les deux jeunes savaient que la véritable tempête les attendait au sol. Ils n'étaient pas seulement des passagers lésés cherchant réparation, ils étaient les enfants d'un homme puissant, déterminé à faire de cet incident un exemple retentissant de justice. À Nice, une confrontation finale les attendait, où Madame Dubois, l'équipage et même la compagnie aérienne allaient devoir rendre des comptes. Ce n'était pas seulement une question de siège mal attribué, mais une leçon sur le respect, l'équité et le pouvoir de ceux qu'on sous-estime trop facilement. Lorsque les portes de l'avion s'ouvrirent, Amélie et Lucas furent parmi les premiers à débarquer, privilège de leur surclassement en classe affaires. En descendant la passerelle, ils aperçurent deux silhouettes en costume sombre, portant des badges d'étoiles d'azur, qui les attendaient avec une déférence presque excessive. « Mademoiselle Ndong, Monsieur Ndong ?» demanda l'homme, un quadragénaire aux lunettes élégantes, avec un sourire crispé mais respectueux. « Je suis Étienne Morel, responsable des relations clients. Voici ma collègue, Madame Sophie Laurent, directrice adjointe des opérations au sol. Bienvenue à Nice. » Sophie, une femme d'une trentaine d'années à l'allure soignée, ajouta avec une voix teintée d'urgence. « Monsieur Ndong, votre père nous a demandé de vous accueillir personnellement. Nous avons organisé une réunion dans une salle privée pour discuter de ce qui s'est passé. Nous comprenons que ce voyage a été très perturbant pour vous, et nous voulons nous assurer que vous soyez entendus. » Amélie et Lucas échangèrent un regard perplexe. Cette réception VIP contrastait brutalement avec l'humiliation qu'ils avaient subie à Paris. « D'accord, » répondit Amélie, sa voix ferme mais mesurée. « Allons-y. » Lucas, encore sous le choc de leur surclassement et de l'idée que leur père avait orchestré tout cela, se contenta de hocher la tête.
Une partie d'eux voulait simplement tourner la page, se reposer dans un hôtel et se préparer pour l'audition de Lucas le lendemain matin. Mais ils sentaient que leur père avait mis en branle quelque chose de plus grand, et ils ne pouvaient pas reculer maintenant. Ils suivirent Étienne et Sophie à travers le terminal, évitant la foule des passagers agglutinés autour des tapis à bagages. Amélie remarqua l'absence de Madame Dubois dans la cohue, ce qui lui procura un soulagement temporaire. Elle n'était pas prête à croiser à nouveau le regard venimeux de cette femme. En chemin, Lucas murmura « Tu crois que papa est vraiment le patron de cette compagnie? Il ne nous a jamais rien dit de tel. » Amélie haussa les épaules, son appareil photo toujours à portée de main. « Je commence à penser qu'il nous a caché beaucoup de choses. Mais s'il est vraiment derrière tout ça, je veux savoir jusqu'où il ira. » Ils furent conduits dans une salle de conférence élégante, aux murs vitrés offrant une vue sur les pistes scintillantes sous les lumières de l'aéroport. À l'intérieur, une table ronde était entourée de plusieurs chaises, et un écran affichait une connexion vidéo prête à être activée. Étienne leur offrit des rafraîchissements, eau pétillante, jus de fruits, pâtisserie locale, mais Amélie et Lucas déclinèrent poliment, trop tendus pour accepter ces gestes de courtoisie. Quelques minutes plus tard, le capitaine Antoine Dubois, le chef de cabine Philippe Martin et l'hôtesse Marianne entrèrent, suivis de Claire, la jeune hôtesse qui avait montré de la compassion à bord, et Julien, le steward qui leur avait murmuré des excuses. Leur visage était un mélange de gêne et d'appréhension, comme s'ils savaient que cette réunion n'était pas une simple formalité. La porte s'ouvrit à nouveau, et une femme d'une cinquantaine d'années, élégante dans un tailleur bleu marine, entra avec une autorité naturelle. « Bonsoir, je suis Isabelle Garnier, directrice générale d'Étoile d'Azur, » annonça-t-elle, sa voix claire mais teintée de gravité. « Je suis ici pour m'excuser personnellement au nom de la compagnie pour ce qui s'est passé sur le vol 314. Nous avons également une connexion vidéo avec votre père, M. Pierre Ndong, depuis Paris. » L'écran s'alluma, révélant Pierre, assis dans son bureau surplombant la scène. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une détermination froide. « Amélie, Lucas, » commença-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Je suis tellement désolé de ce que vous avez traversé. Ce qui s'est passé est inacceptable, et je m'assure que cela ne se reproduise plus jamais. » Lucas, toujours sous le choc, murmura à Amélie. « C'est vraiment lui qui dirige tout ça? » Elle lui serra la main sous la table, lui intimant de rester concentrée. Isabelle Garnier prit la parole, s'adressant directement à Amélie et Lucas. « Nous avons examiné les enregistrements de réservation et les témoignages de l'équipage. Il est clair qu'une grave erreur a été commise. Madame Dubois, une cliente fréquente, a insisté pour prendre vos sièges, et notre équipage, sous pression, a manqué à son devoir de vérifier les faits. Nous avons déjà lancé une enquête interne, et je vous assure que des mesures seront prises. » Amélie, qui avait gardé son appareil photo sur ses genoux, sentit une vague de colère remonter. « Ce n'était pas juste une erreur de réservation, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Madame Dubois nous a ciblés, et son attitude était clairement teintée de préjugés. Elle a dit des choses comme « les gens comme moi occupent ces sièges », et l'équipage l'a soutenue sans vérifier nos droits. On nous a menacés d'être expulsés devant tout le monde. Ce n'était pas seulement humiliant, c'était injuste, et ça ressemblait à de la discrimination. » Lucas, habituellement discret, ajouta « J'ai une audition demain matin. Ce voyage était censé être un moment spécial, mais on nous a traités comme si on ne valait rien. » Le capitaine Antoine Dubois baissa les yeux, visiblement honteux. « Je suis sincèrement désolé, » murmura-t-il. « J'ai agi sous pression pour éviter un retard, mais j'ai mal géré la situation. Nous n'aurions jamais dû vous menacer d'expulsion. » Philippe, le chef de cabine, ajouta « Nous pensions calmer les choses en cédant à Madame Dubois, mais nous avons fait une erreur. » Claire, la jeune hôtesse, intervint timidement. « J'ai essayé de dire que ce n'était pas juste, mais je n'avais pas assez d'autorité. Je suis désolé de ne pas avoir fait plus. » Julien, le steward, hocha la tête en signe d'accord, son regard évitant celui de ses supérieurs. Amélie nota leur remords, mais elle n'était pas prête à absoudre si facilement.
Ce n'est pas seulement une question d'erreur, dit-elle. Vous avez choisi de privilégier une passagère qui criait plus fort, qui se disait importante, au lieu de vérifier les faits. Et ses commentaires, son attitude, ils étaient blessants. On aurait dit qu'on ne méritait pas d'être là à cause de qui nous sommes. À l'écran, Pierre Ndong prit la parole, sa voix grave résonnant dans la pièce. Mes enfants ont raison. Étoile d'Azur se targue d'être une compagnie inclusive, mais aujourd'hui, vous avez échoué. Vous avez laissé une passagère intimider mon fils et ma fille, et vous avez cédé à ses caprices sans vérifier leurs droits. Je veux une enquête complète sur le vol 314, des déclarations de chaque membre d'équipage et un rapport sur les agissements de Madame Dubois. S'il y a la moindre preuve de discrimination, qu'elle vienne d'elle ou de la manière dont l'équipage a géré la situation, les conséquences seront sévères. Il marqua une pause, son regard perçant même à travers l'écran. Je ne parle pas seulement en tant que père, mais en tant que propriétaire majoritaire de cette compagnie. Aucun passager, aussi important soit-il, n'a le droit de traiter mes enfants, ou qui que ce soit, de cette manière. Un silence lourd s'installa dans la salle. Le capitaine Antoine, Philippe et Marianne échangèrent des regards tendus, conscients que leur carrière était en jeu. Isabelle Garnier, bien que professionnelle, semblait secouée par l'ampleur de la situation. « Monsieur Ndong, nous suivrons vos instructions à la lettre, » dit-elle. « Nous interrogerons Madame Dubois dès qu'elle sera disponible. En attendant, nous aimerions savoir ce que Mademoiselle et Monsieur Ndong souhaitent comme suite. Une plainte officielle, une action en justice ou une résolution directe avec la compagnie. » Amélie prit une profonde inspiration, sentant le poids de la décision. Elle regarda Lucas, qui semblait hésitant mais déterminé. « Je veux juste aller à mon audition demain, » dit-il, sa voix tremblante mais claire. « J'ai travaillé si dur, et cet incident a failli tout gâcher. Mais je veux aussi que justice soit faite. » Amélie hocha la tête, prenant la parole avec une assurance croissante. « Nous voulons une excuse officielle de Madame Dubois, en personne ou par écrit. Et nous voulons que votre compagnie forme mieux son personnel pour gérer ce genre de situation, surtout quand il y a des soupçons de préjugés raciaux. Ce qui nous est arrivé ne doit plus jamais se reproduire. » Isabelle acquiesça. « Vous avez ma parole. Nous mettrons en place une formation obligatoire sur la gestion des conflits et la prévention des discriminations. Quant à Madame Dubois, nous lui demanderons de fournir une déclaration et des excuses. Si elle refuse, elle risque une interdiction de vol avec Étoile d'Azur. » Pierre, depuis l'écran, ajouta « Je serai à Nice demain pour m'assurer que tout cela soit mis en œuvre. Amélie, Lucas, je veux que vous vous concentriez sur vos projets. Lucas, ton audition est la priorité. Amélie, ton exposition photo sera un succès. Je m'occupe du reste. » Amélie sentit une vague de soulagement, mêlée de fierté. Leur père, qu'ils avaient toujours vu comme un homme discret et modeste, se révélait être une force redoutable, prête à remodeler une compagnie entière pour défendre ses enfants. Alors que la réunion touchait à sa fin, Étienne Morel escorta Amélie et Lucas vers une luxueuse berline noire garée devant le terminal. « Votre père a tout organisé, » expliqua-t-il. « Vous séjournerez dans un hôtel 5 étoiles ce soir, tous frais payés par Étoile d'Azur. Un chauffeur vous conduira à l'académie de musique demain matin, Monsieur Ndong. » Lucas, encore abasourdi, murmura. « C'est comme un rêve bizarre. » Amélie, serrant son appareil photo, sourit faiblement. « Peut-être, mais c'est notre réalité maintenant. » Dans la voiture, elle vérifia son téléphone et découvrit une avalanche de notifications sur les réseaux sociaux. Une passagère, Sophie Martin, la journaliste qui avait discrètement filmé l'incident d'abord, avait publié une vidéo sur Twitter avec le commentaire. Sur le vol Étoile d'Azur 314, 2 jeunes ont été forcés de céder leur siège à une passagère arrogante. Puis, miracle, ils ont été surclassés en classe affaires. Quelque chose de gros se passe. Justice and vol. La publication gagnait rapidement en popularité, déclenchant des débats en ligne sur l'équité dans les compagnies aériennes. Pendant ce temps, à l'aéroport, Madame Dubois, furieuse, était interceptée par des agents de la compagnie pour une discussion privée. Ses protestations, ponctuées de phrases comme « c'est scandaleux » et « je suis une cliente fidèle »,
résonnaient dans le terminal, mais elles n'avaient plus le même poids. L'enquête interne d'Étoile d'Azur révélerait bientôt que Madame Dubois avait un historique de plaintes frivoles, souvent accompagnées de remarques discriminatoires. Sa carte de membre platine, qu'elle brandissait comme un sceptre, ne la protégerait pas cette fois-ci. Les vidéos des passagers, combinées aux enregistrements d'Amélie, constituaient une preuve accablante, et la compagnie, sous la pression de Pierre, envisageait une interdiction permanente. À l'hôtel, Amélie et Lucas s'installèrent dans une suite somptueuse, avec vue sur la promenade des Anglais. Malgré le luxe, ils restaient marqués par l'incident. Lucas, assis sur le canapé, tripotait son archet de violoncelle. « Tu crois qu'on devrait publier la vidéo ?» demanda-t-il. Amélie réfléchit, son appareil photo posé sur la table. « Pas encore. Laissons papa gérer les choses avec la compagnie. Mais si Madame Dubois refuse de s'excuser, ou si la compagnie ne tient pas ses promesses, je la diffuserai. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé. » Lucas hocha la tête, un sourire timide apparaissant. « Tu es une dure, grande sœur. » Elle rit doucement. « Et toi, tu vas déchirer cette audition demain. » Le lendemain matin, alors que Lucas se préparait pour son audition, Amélie reçut un appel de leur père. « J'arrive à Nice dans quelques heures, dit-il. J'ai rendez-vous avec Isabelle Garnier et l'équipe dirigeante. Ils savent maintenant qui vous êtes, et ils savent que je ne plaisante pas. Reposez-vous, concentrez-vous sur vos rêves. Je suis fier de vous. » Amélie sentit une chaleur l'envahir. Leur père, cet homme qu'ils avaient toujours vu comme un simple homme d'affaires discret, était devenu leur protecteur, un géant invisible prêt à déplacer des montagnes pour eux. Alors que la berline les conduisait vers l'académie de musique, Amélie regarda par la fenêtre, les vagues de la Méditerranée scintillant sous le soleil. Ce voyage, qui avait commencé par une injustice, s'achevait sur une victoire, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui, un jour, pourraient être victimes d'un abus de pouvoir. Madame Dubois, l'équipage et même Étoile d'Azur apprendraient une leçon. Sous-estimer quelqu'un peut coûter cher, surtout quand cette personne a un père comme Pierre Ndong. Et pour Amélie et Lucas, ce n'était que le début d'une histoire où leur résilience et leur talent allaient briller, bien au-delà des nuages. L'histoire d'Amélie et Lucas dans Un scandale à 30 000 pieds est une leçon puissante sur la résilience face à l'injustice. Leur expérience marquée par l'humiliation et le préjugé reflète une réalité que beaucoup rencontrent. Être jugé non pour ses actions, mais pour son apparence ou son statut perçu. Ce récit, ancré dans une sensibilité française où l'équité et la dignité sont des valeurs chères, nous rappelle l'importance de défendre nos droits avec calme et détermination. Amélie, en documentant l'incident, incarne l'esprit d'une jeunesse française moderne qui utilise la technologie pour dénoncer l'injustice. Lucas, malgré sa colère, se concentre sur son audition, montrant que la persévérance face à l'adversité est essentielle. Leur père, Pierre, symbolise le pouvoir discret mais ferme, une figure typiquement française qui agit avec élégance et autorité pour protéger les siens. La leçon à tirer? Face à l'injustice, il faut rester digne, documenter les faits et s'appuyer sur ceux qui nous soutiennent. Dans la vie quotidienne, cela signifie ne jamais baisser les bras, que ce soit au travail, à l'école ou dans les interactions sociales, et toujours chercher la justice avec intégrité. Si cette histoire vous a touché, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits inspirants. Laissez un commentaire pour partager vos pensées ou vos propres expériences. Ensemble, faisons entendre les voix qui méritent d'être écoutées.